Bonjour, nous abordons maintenant la 7e leçon du cours Origine et évolution des régimes démocratiques. Nous avons vu dans la leçon précédente qu'après la glorieuse révolution de 1688-1689, le régime politique de l'Angleterre réalise de manière partielle 2 des 4 principes des régimes démocratiques que nous avons énoncés dans la première leçon. C'est un état de droit, c'est-à-dire un état où le gouvernement est soumis à des lois. Et c'est un gouvernement par délégation, non pas par délégation de l'ensemble du peuple, mais par délégation, ou du moins sous le contrôle d'une assemblée qui est élue par une partie de la population. La liberté individuelle est assez bien réalisée aussi dans ce régime politique. L'égalité devant la loi n'est pas réalisée. Elle n'existe ni entre les riches qui ont le droit de vote et les pauvres qui ne l'ont pas, ni entre les hommes et les femmes, ni entre les adeptes de la religion dominante qui ont des droits politiques et ceux des autres religions qui n'en ont pas. Le thème de l'égalité n'est invoqué au cours de la Révolution anglaise du XVIIe siècle que par des groupes très minoritaires et elle sera au contraire un des thèmes dominants de la Révolution américaine et de la Révolution française, les 2 grandes révolutions de la fin du XVIIIe siècle qui ont une place considérable dans l'élaboration des régimes politiques modernes que l'on appellera ensuite des démocraties. Ces 2 révolutions ont lieu à l'issue du XVIIIe siècle, qui est le siècle des philosophes ou des penseurs qui raisonnent en termes universels. La Révolution anglaise a été faite, comme je vous l'ai dit, dans une large mesure avec des arguments religieux. Elle a été faite aussi au nom du respect des traditions anglaises et de la conception anglaise du bon gouvernement. Les institutions britanniques au XVIIIe siècle sont considérées comme exemplaires par énormément de gens. Elles le seront par les gens qui vont fonder les États-Unis, nous allons le voir très bientôt. Elles le sont par beaucoup d'autres gens en France et dans le reste de l'Europe. Les institutions britanniques deviennent un modèle, mais elles n'ont pas été créées par des gens qui cherchaient à créer un modèle ou qui pensaient que ce qu'ils étaient en train de faire avait une valeur pour l'humanité entière, alors que les révolutionnaires américains et les révolutionnaires français de la fin du XVIIIe siècle vont avoir cette vision ou cette ambition. Ces révolutions sont influencées très profondément par des penseurs du XVIIIe siècle comme Montesquieu, dont j'ai déjà parlé, qui va exercer une influence importante sur les constituants des États-Unis, Rousseau, qui vient plus tard, au XVIIIe siècle, que Montesquieu, et Rousseau qui est le grand philosophe de l'égalité, qui exerce une influence considérable sur la Révolution française, certaines des idées de la Révolution française. Kant, qui était lui-même un admirateur de Rousseau, Kant, un philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle. Rousseau et Kant sont les grands philosophes de l'égalité. Kant a eu, je crois, moins d'influence politique que Rousseau, qui en a eu énormément. Kant est en même temps un penseur plus important, plus rigoureux que Rousseau. Et ce thème de l'égalité va avoir une influence énorme sur les discours et les intentions des auteurs
principaux dirigeants et de la Révolution américaine et de la Révolution française, nous verrons que l'égalité est beaucoup, dans leur pratique, est beaucoup plus imparfaite. Je vais y revenir très, très bientôt. Dans le cas de ces deux révolutions, notre sujet aujourd'hui, maintenant dans cette leçon, ça va être l'indépendance des États-Unis, qui est à la fois la création d'un nouvel État. Les États-Unis sont issus d'une guerre d'indépendance contre la puissance coloniale, l'Angleterre. C'est aussi l'invention d'un régime politique qui est extrêmement nouveau et extrêmement original pour l'époque. C'est en ce sens que la création des États-Unis est une révolution. Alors, je vous rappelle quelle est la situation avant que cette révolution ait lieu. Il y a en Amérique du Nord 13 colonies qui occupent pour l'essentiel ce qui est aujourd'hui le littoral atlantique des États-Unis, entre le Canada au nord et la Floride au sud, qui est encore une colonie espagnole. Ce territoire a 2,5 millions d'habitants, c'est-à-dire beaucoup moins, 4 ou 5 fois moins que l'Angleterre de la même époque et 10 fois moins que la France de la même époque. Ce n'est pas, en termes de population, un pays très important, d'autant plus que parmi ces 2,5 millions d'habitants, il y a 500 000 esclaves afro-américains qui n'ont pas du tout de droits politiques. Dans ces 13 colonies, il y a déjà des régimes représentatifs, il y a déjà des élections, comme en Angleterre, au suffrage censitaire, auquel ne participe qu'une minorité des habitants de ces colonies. En Virginie, il y a une assemblée élue depuis 1619, c'est donc ça a presque 2 siècles, au moment de l'indépendance des États-Unis. Il y a une expérience des élections et de la vie parlementaire. Au Massachusetts, plus au nord, dont la ville principale est Boston, comme vous le savez, il y a des élections pour une assemblée à partir de 1634. Ces colonies, qui ne sont pas indépendantes, toute une série de décisions qui continuent à être prises par Londres, et sur place, il y a une situation de séparation des pouvoirs ressemblant à ce que l'Angleterre pratique elle-même dans sa métropole, séparation des pouvoirs entre un gouverneur nommé par le gouvernement de Londres, donc qui est le détenteur du pouvoir exécutif, et des assemblées élues qui doivent voter un certain nombre de législations s'appliquant dans la colonie. Ces coloniaux qui ne viennent pas tous d'Angleterre, il y a déjà un certain nombre de gens qui sont des immigrants à partir du continent européen, mais la grande majorité d'entre eux sont des gens d'origine britannique, soit anglaise, soit écossaise, ou de façon moins importante, irlandaise à l'époque, et qui ont des conceptions de qu'est-ce qui est le droit, et du rôle du droit et des lois dans la société qui est importé de Grande-Bretagne, imité de ce qui se fait en Angleterre même. Par rapport à l'Angleterre et par rapport aux pays européens, il y a des différences très importantes entre cette société donc anglo-américaine et les sociétés européennes. C'est la plus importante peut-être, c'est l'absence d'aristocratie héréditaire. Et le fait que les inégalités économiques sont moins grandes qu'en Europe. Ce qui caractérise l'Amérique du Nord, c'est l'immensité du territoire et l'abondance des terres cultivables, dans une économie qui est encore très, très, très largement agricole. Ça reste l'essentiel de la production économique en Amérique du Nord comme en Europe. Et l'abondance des terres, le fait que les exploitations agricoles peuvent être beaucoup plus grandes qu'en Europe,
parce qu'il y a beaucoup plus de place. Et le fait qu'un grand propriétaire ne peut pas obliger des paysans à travailler sur ses terres en étant métayers ou fermiers, comme c'est le cas en Europe, parce que ça serait facile pour le paysan d'aller ailleurs, de trouver des terres sur lesquelles il peut s'établir. Donc les inégalités économiques entre les anglo-américains, on va les appeler comme ça, sont moins grandes qu'en Europe. Il y a bien sûr des gens beaucoup plus riches que d'autres, mais l'inégalité est moins grande qu'en Europe et il n'y a pas d'aristocratie héréditaire. En réalité, il y a des très pauvres dans cette société, certains Amérindiens et les esclaves, qui sont probablement 1/5 de la population totale, esclaves noirs importés d'Afrique, qui travaillent essentiellement dans les plantations, notamment en Virginie et dans les États plus au sud que la Virginie. Ces personnes n'ont pas du tout de rôle politique, pas le jeu politique au moment de l'indépendance et au moment de l'établissement du nouveau régime se passe en excluant totalement la participation des Amérindiens ou des esclaves. Donc la société, elle est égalitaire pour les autres, pour ceux qui comptent politiquement. Cette société est plus égalitaire que ne le sont les sociétés européennes à la même époque. Une autre des spécificités de ces colonies anglaises d'Amérique du Nord, c'est le pluralisme religieux et l'absence de religion dominante. Les colonies ont été depuis longtemps le refuge des gens qui étaient des minoritaires religieux dans les îles britanniques, certains puritains, protestants extrémistes, qui étaient discriminés par la religion dominante, beaucoup plus modérés au point de vue doctrinal, des Quakers, une secte qui va avoir un rôle très important, notamment dans la lutte pour l'abolition de l'esclavage au XVIIIe siècle. Les Quakers, en Angleterre et en Amérique, sont déjà militants en faveur de l'abolition de l'esclavage. Et il y a des minorités religieuses en provenance déjà du continent européen, notamment d'Allemagne. Il y a des Ménonites ou des Amish ou des Baptistes qui vont avoir une très grande importance ensuite parce qu'ils vont devenir la religion dominante parmi les Noirs américains. Il y a donc déjà des minorités religieuses, il y a déjà l'acceptation dans les colonies que le pluralisme religieux est normal. Et tout cela va être institutionnalisé après l'indépendance dans le nouveau régime. La philosophe politique Hannah Arendt, dans un livre intitulé On Revolution, sur la révolution, qui est un livre de réflexion politique très important, soutient que la révolution américaine est la seule révolution qui a réussi, que toutes les autres révolutions ont échoué, que si le but de la révolution est d'établir la liberté, la révolution américaine est arrivée à établir effectivement un régime politique qui fait une place importante à la liberté parce qu'elle n'a pas essayé d'être le remède à la question sociale, c'est-à-dire à la question de l'inégalité économique et de la pauvreté. Cette révolution n'a pas cherché du tout à changer les rapports économiques à l'intérieur des États-Unis, alors que, au cours de la Révolution française, nous le verrons plus loin dans une leçon ultérieure, au contraire, il y a eu une volonté de transformation des relations économiques en France, et dans le cas de la Révolution russe de 1917, bien sûr, c'est l'objectif principal de cette révolution. Or, nous dit Hannah Arendt dans ce livre, changer les règles politiques pour établir plus de liberté, ça peut être fait assez rapidement et à l'issue d'une lutte politique et en faisant de nouvelles lois politiques. Transformer les relations économiques, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça ne peut pas être fait aussi rapidement
Et donc une révolution politique qui se propose un objectif de transformation économique, c'est une révolution politique qui se condamne à l'échec. Un autre point qui est important à comprendre, c'est que lorsqu'une révolution est une révolution violente, il est très difficile qu'elle établisse un régime politique plus libéral, moins autoritaire que le régime politique qu'elle a renversé. Parce que ceux qui établissent le nouveau régime, c'est ceux qui ont été les plus efficaces dans l'utilisation de la violence. On observe ce phénomène dans le cas de la France, où les régimes politiques issus de la Révolution française auront beaucoup plus d'autorité, seront beaucoup plus puissants que le régime de Louis XVI, le dernier roi de France avant la Révolution. C'est encore plus flagrant dans le cas de la Russie, où le régime qui sera établi après la Révolution de 1917 est évidemment un régime beaucoup plus autocratique, beaucoup plus contraignant, dans lequel il y a encore moins de liberté que dans le régime des tsars qui avait précédé la révolution de 1917. Et Hannah Arendt nous dit que la révolution américaine est l'exception. C'est la révolution qui ne débouche pas sur un régime d'oppression, alors que les révolutions violentes débouchent normalement, au moins au début, sur des régimes d'oppression. Alors, je crois que cette réussite relative de la révolution américaine, elle s'explique par la situation antérieure dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a déjà une habitude d'un régime représentatif et d'élection à des assemblées. Il y a une situation socio-économique dans laquelle il n'y a pas d'aristocratie héréditaire, dans laquelle les inégalités économiques sont moins graves que dans les pays européens, d'où l'absence de préoccupation de réaliser l'égalité économique au moment de la Révolution. Comme il y a l'expérience du pluralisme religieux qui va être accepté, institutionnalisé par la Révolution américaine. Et il va y avoir autre chose qui va jouer, je crois, c'est que la Révolution américaine est une guerre d'indépendance, ce qui fait que l'ancien régime, on n'a pas besoin de le détruire complètement parce qu'il va subsister à Londres. Il suffit de le chasser et il peut accepter d'être chassé. Et les défenseurs de l'ancien régime dans le pays, beaucoup d'entre eux vont partir. Il semble que, au moment du début de la guerre d'indépendance, aux États-Unis, il y a environ un tiers des habitants anglo-américains qui sont fidèles à la Grande-Bretagne, qui sont hostiles à l'idée d'indépendance. Ils vont être traités d'ailleurs souvent avec une extrême brutalité par leurs voisins indépendantistes, mais beaucoup d'entre eux vont pouvoir s'en aller au Canada. Ce sont les loyalistes qui vont immigrer au Canada, ce qui fait que, à la différence de la Révolution française ou de la Révolution russe, pour qui les adversaires de la Révolution restent dans le pays et doivent donc être opprimés par le nouveau régime parce qu'ils représentent une menace pour le nouveau régime, ce problème se posera beaucoup moins dans le cas de l'indépendance des États-Unis et donc de cette révolution, de l'établissement de ce nouveau régime qui pourra être, dès le départ, un régime de liberté pas beaucoup plus grande qu'en Angleterre ou pas beaucoup plus grande que dans les colonies avant l'indépendance, mais beaucoup plus grande que dans la plupart des pays européens de l'époque. Alors, je vous rappelle rapidement la succession des événements, comment les choses se sont passées. Le conflit politique commence à propos de la taxation. La métropole veut faire payer des taxes supplémentaires sur certains produits aux coloniaux, parce que les coloniaux payent moins d'impôts que les habitants de la métropole, et la colonie coûte cher, elle a coûté très cher pendant la guerre de 7 ans contre les Français et les Indiens. Et le gouvernement de Londres pense que les colonies devraient contribuer davantage à leur propre
à leur propre financement. Les coloniaux, appliquant le raisonnement qui est le raisonnement du système politique britannique traditionnel, que no taxation without representation. En anglais, on ne doit pas être taxé si on n'a pas de représentants. C'est le Parlement, ce sont les élus qui autorisent le roi à prélever des impôts. Comme les coloniaux n'élisent pas de députés à Londres, Londres n'a pas le droit de décider la façon dont ils sont taxés. Il y a des gens en Angleterre, d'ailleurs, qui ont pensé à ce moment-là que la solution au problème, c'était de faire élire une partie des députés de la Chambre des communes par les sujets britanniques vivant en Amérique du Nord. Cette solution n'a pas été retenue du tout. Le gouvernement de Londres a imposé ces taxes et la révolte contre les taxes commence à Boston en 1773, ce qu'on appelle le Boston Tea Party, n'est pas la réunion de thé, en fait la destruction d'une cargaison de thé sur des bateaux qui étaient soumis à des nouvelles taxes. Donc ça c'est 1773, le début de la révolte. 1774, un congrès est réuni à Philadelphie avec des représentants des différentes colonies qui organisent une armée pour lutter contre la puissance coloniale. En 1775, les combats commencent entre l'armée britannique présente en Amérique du Nord, dont beaucoup de soldats d'ailleurs sont des mercenaires allemands, et les insurgés qui ont constitué une armée. Le 4 juillet 1776 est publiée la déclaration d'indépendance qui est rédigée par un des dirigeants du mouvement indépendantiste, Thomas Jefferson. Cette déclaration d'indépendance va être adoptée par les colonies les unes après les autres. Je vous lis quelques passages de ce texte à la fois célèbre et magnifique dans la traduction en français faite par Jefferson lui-même, donc qui peut être considéré presque comme un texte officiel. Lorsque, dans le cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont attaché à un autre et de prendre, parmi les puissances de la terre, la place séparée et égale à laquelle les lois de la nature et du Dieu de la nature lui donnent droit, le respect dû à l'opinion de l'humanité l'oblige à déclarer les causes qui le déterminent à la séparation. Ce qui est remarquable là-dedans, c'est l'invocation du droit naturel et de Dieu et l'idée qu'on doit s'adresser à l'humanité entière pour justifier la décision qui est prise de créer un nouvel État en Amérique du Nord. Je poursuis la lecture. Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis par les hommes pour garantir ces droits et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. On a là, une proclamation démocratique. La proclamation de l'égalité de tous les humains. On s'adresse à l'humanité entière et la proclamation que le gouvernement ne peut être légitime que s'il a le consentement des gouvernés. Nous verrons que dans la réalité, les choses se passent différemment. Alors, ce qui est important de noter dans cette affaire, c'est que l'indépendance, elle n'est pas proclamée du tout au nom de la différence culturelle entre le peuple américain et le peuple anglais. Les revendications d'indépendance qui ont été faites récemment
dans beaucoup de pays. Je parle de l'Écosse, je parle de la Catalogne, je parle même du Québec dans le passé, était toujours à partir de l'argument nous sommes un peuple différent, nous sommes un peuple différent à cause de notre histoire, à cause de nos coutumes, à cause de notre langue, etc. C'est pas du tout l'argument utilisé ici. L'argument utilisé ici, c'est l'argument de l'injustice, des injustices imposées par le gouvernement britannique aux colonies, et donc le droit des habitants des colonies de se donner un nouveau gouvernement, nouvelle forme de gouvernement, pour que ce gouvernement soit juste. La guerre commence donc en 1775, elle devient internationale en 1778 avec l'intervention de la France et de l'Espagne. En France, un certain nombre de gens vont s'embarquer dans cette affaire par idéalisme, par sympathie envers les idées proclamées notamment dans la déclaration d'indépendance, et les Américains vont envoyer des délégués en Europe pour plaider leur cause. Beaucoup de gens en France et ailleurs en Europe vont avoir de la sympathie pour ces objectifs, pour ces grands principes. Pour le roi de France, ce n'était pas tellement sa motivation. Le roi de France décide d'entrer en guerre contre l'Angleterre pour faciliter l'indépendance des États-Unis, et l'Espagne va se joindre à la France dans cette guerre. Ça va aider beaucoup militairement, au point de vue maritime et au point de vue des combats sur le sol américain. Ça va aider beaucoup à l'indépendance. La motivation du roi de France, c'est d'affaiblir l'Angleterre. Ce n'est pas de promouvoir les idéaux déclarés par Thomas Jefferson dans sa déclaration d'indépendance. La guerre se termine en 1783 par un traité signé à Versailles. Il y aura beaucoup d'autres traités de Versailles. C'est un des traités de Versailles dans lequel l'Angleterre reconnaît l'indépendance de ses colonies en Amérique. La guerre d'indépendance et l'indépendance elle-même conduisent à l'établissement d'un nouveau régime politique. Alors, de 1781, quand je fais cette erreur, vous la corrigez. Enfin, je peux faire un lapsus de date, c'est facile à faire. De 1781 à 1789, les assemblées des différentes colonies, les dirigeants des différentes colonies font une alliance entre elles, et cette alliance est gouvernée par un congrès de délégués qui siège à Philadelphie. En 1787, une convention constitutionnelle réunie à Philadelphie adopte une constitution qui entre en vigueur en 1789. En 1791, la nouvelle fédération va adopter en 1789 aussi, on élit Washington, un général qui avait commandé l'armée des insurgés dans la guerre d'indépendance, est élu président. En 1791 sont adoptés les 10 premiers amendements de la Constitution qu'on appelle parfois le Bill of Rights, la Déclaration des droits. Il y avait des gens qui voulaient que dans la Constitution, il y ait une déclaration de principe au début. Il y a ceux qui ont pensé qu'il valait mieux l'adopter juste après. Ça fait partie des compromis entre les différentes conceptions de ceux qu'on a appelés les pères fondateurs, les principaux dirigeants politiques qui siègent à Philadelphie en 1787 et qui sont les auteurs de cette Constitution. En 1800, la fédération va choisir une capitale, une ville qu'on crée pour cette fin, à qui on va donner le nom de Washington, le nom du premier président des États-Unis. Alors, dans les débats constitutionnels à Philadelphie, qui sont décrits de façon très intéressante dans 2 livres de base sur ce sujet, l'un c'est le livre de Feiner,
The History of Government, dont je vous ai déjà parlé, qui a un très long chapitre qui parle de cela. L'autre, c'est le livre de Robert Dahl, How Democratic is the American Constitution. C'est un petit livre, le livre de Feiner est énorme, allez le voir quand même, c'est important de savoir qu'il existe, et il est très utile pour plusieurs des sujets que j'aborde dans ce cours. Le livre de Dahl est au contraire très, très court, c'est un livre écrit en 2000, qui est un livre à la fois très bien informé, très intelligent et très critique sur le fonctionnement des institutions américaines. Je l'ai utilisé pour faire cet exposé et je le réutiliserai lorsque je discuterai les problèmes du fonctionnement de la démocratie aux États-Unis aujourd'hui, beaucoup plus tard dans ce cours. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la révolte américaine est une révolte contre la façon dont s'exerce le pouvoir de Londres dans les colonies. Ce n'est pas du tout une révolte contre les institutions de la Grande-Bretagne. Ils sont perpétuellement en train de discuter des institutions britanniques, de ce qui est bon dans les institutions britanniques et de ce qu'il faut essayer de reproduire dans les institutions britanniques. Et en même temps, et Dahl montre ça de façon magnifique, les institutions britanniques dont ils discutent sont des institutions britanniques dont les règles de fonctionnement sont encore incertaines. Ce qui fait qu'ils vont croire que les institutions britanniques sont un régime de séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Et ils vont essayer de faire un régime de séparation des pouvoirs, alors que, nous le verrons très bientôt, et nous le savons déjà aujourd'hui, le régime britannique d'aujourd'hui n'est plus du tout un régime de séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Et il cesse complètement de l'être au début du XIXe siècle. Il était déjà en train d'évoluer dans cette direction au cours du XVIIIe siècle, mais les constituants américains, dont certains étaient des lecteurs de Montesquieu, ne se rendaient pas compte de cela. Ils croient qu'il faut faire un régime de séparation des pouvoirs. Donc ce régime qu'ils vont inventer comporte des éléments fondamentaux communs avec le régime britannique, une place importante faite à la liberté, le gouvernement soumis à des lois, aussi le mode d'élection des assemblées qui vont être élues au suffrage censitaire avec un élu dans une circonscription, celui qui a le plus de votes est élu, etc. Beaucoup de choses qui existaient déjà pour élire les assemblées des colonies et qui vont être réutilisées, les assemblées des colonies qui deviennent les assemblées des États membres de la fédération et qui vont l'appliquer aussi pour les assemblées ou l'assemblée élue de la fédération. Il y a 4 éléments nouveaux, très nouveaux par rapport au régime britannique dans ce régime politique. Le premier, c'est le fait d'être une république. Pour nous aujourd'hui, république veut dire un régime politique dont aucun dirigeant n'est désigné par l'hérédité. Il faut bien savoir que, à la fin du XVIIIe siècle, le mot république était utilisé avec un sens assez différent et plus significatif politiquement. Aujourd'hui, dans le monde, quand on dit l'Inde est une république, la Corée du Nord est une république, la Russie est une république et le Portugal est une république, ça ne nous apprend pas grand-chose sur le régime politique de ces différents pays. Sauf une chose, il n'y a pas de roi. Et le Canada est une monarchie, la Grande-Bretagne est une monarchie. Ça non plus, ça ne nous enseigne plus grand-chose sur la nature du régime politique. Pendant longtemps, une république, ça voulait dire un régime politique, j'ai déjà expliqué cela, pas qui gouverne en fonction du bien commun. Il est intéressant de voir que pour un auteur comme Kant, par exemple, pour qu'un régime politique soit une république, il fallait que ce soit un régime de séparation des pouvoirs. Et pour être un régime de séparation des pouvoirs, il ne fallait pas que ce soit une démocratie.
parce que si c'est une démocratie, tout le pouvoir va être dans le peuple et ça ne pourra plus être une république. Et pour Kant, à son époque, le régime qui correspondait le mieux à son idée de république, c'était celui de l'Angleterre, malgré le fait qu'il y a un roi. Les mots changent de sens, il faut que vous sachiez cela, et vous vous méfiez quand vous utilisez vos lectures. Faire une république, à la fin du XVIIIe siècle, ce n'est pas une innovation absolue, on sait qu'il y a eu des républiques dans l'Antiquité, et même à l'époque, il y a des cantons suisses, il n'y a pas encore vraiment de fédération suisse, mais il y a déjà des cantons, des alliances entre eux. Il y a la République de Venise, il y a la République de Saint-Marin. Quand a eu lieu l'indépendance des États-Unis, la République de Saint-Marin a envoyé, c'est un tout petit État qui existe toujours en Italie aujourd'hui. Vous irez voir sur une carte où ça se trouve Saint-Marin, où vous irez visiter si vous allez en Italie, c'est très intéressant. Les habitants de Saint-Marin ont envoyé un message de félicitations aux Américains lorsqu'ils sont devenus une république indépendante, en leur disant « bienvenue dans le club », pas des républiques. Aucune de ces républiques en Europe n'est une démocratie à l'époque. République et démocratie sont des notions qui sont qu'il faut distinguer très très clairement. L'originalité des États-Unis, c'est de faire une république sur un grand État, ce qui semblait tellement difficile à tellement de gens. Vous prenez les théoriciens du XVIIIe siècle, notamment Rousseau, qui est clairement à la fois républicain et démocrate, partisan de l'égalité des citoyens. Rousseau pensait qu'on ne peut pas faire une république dans un grand État, on ne peut pas faire une démocratie dans un grand État. C'est les petits États où c'est plus facile de le faire. Ou plus exactement, Rousseau pensait que c'est beaucoup plus difficile dans un grand État. Les États-Unis vont faire la démonstration inverse et pour cette raison seront un modèle pour beaucoup d'autres pays. La deuxième différence importante du régime américain par rapport à celui de la Grande-Bretagne, c'est la proclamation de l'égalité qui est proclamée de façon tellement évidente. Dans le texte de Jefferson, dont je vous lisais des passages tout à l'heure, et cette égalité des citoyens, elle est mise en œuvre de façon institutionnelle par la section 9 de la Constitution qui proclame que nul titre de noblesse ne sera conféré par les États-Unis. Il n'y a pas d'aristocratie héréditaire aux États-Unis, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une des chances pour arriver, un facteur favorable pour arriver à créer ce nouveau régime, et il est proclamé officiellement qu'il n'y en a pas, il n'y en aura jamais, les États-Unis ne doivent jamais reconnaître d'aristocratie héréditaire. Le premier amendement de 1791, dans le Bill of Rights dont je vous parlais à l'instant, proclame qu'il ne pourra pas y avoir de religion établie. Il n'y aura pas de religion officielle, il n'y aura pas le même phénomène que l'alliance du roi de France avec l'Église catholique ou l'alliance du roi d'Angleterre, l'alliance étroite du roi d'Angleterre avec l'Église anglicane. La situation des pays européens de l'époque, c'est que dans presque tous les pays européens, il y a une religion officielle, qui n'est pas la même selon les pays, mais il y a une religion officielle. Aux États-Unis, il ne doit pas y avoir de religion officielle. Ces deux points sont très importants pour comprendre la réussite de l'Amérique face à l'Europe au XIXe siècle. L'idéalisation qui a été faite de l'Amérique, le désir de beaucoup de gens d'aller en Amérique, l'Amérique comme le pays du progrès, le pays du bonheur, le pays de la possibilité de vivre d'avoir des chances de vivre mieux qu'en Europe, et le grand nombre des émigrants qui vont quitter l'Europe au XIXe siècle pour aller s'installer en Amérique. L'Amérique est le pays où les terres sont abondantes, et où il n'y a pas de grands propriétaires exploiteurs, où il n'y a pas de droits féodaux à payer, ça c'est très important. L'autre facteur attirant, c'est le pays où il n'y a pas de persécution religieuse. Je vous disais tout à l'heure, il y avait déjà des minoritaires religieux
dans les colonies anglaises qui étaient allés là parce qu'ils étaient persécutés dans leur pays en Europe. Il y en aura beaucoup plus au XIXe siècle qui vont s'en aller en Amérique parce que leur situation était mauvaise en Europe à cause de la religion, à cause de l'oppression religieuse qui s'exerçait sur eux. Et il me semble que le point sur l'égalité, nous savons que dans le cas des États-Unis, ça va être très ambigu, très imparfait, mais le point où l'ambition des fondateurs des États-Unis est le plus une réussite, c'est dans ce domaine de la religion. Il n'y a pas eu de guerre religieuse aux États-Unis, il n'y a pas eu de persécution religieuse aux États-Unis, alors que le problème continue à se poser dans beaucoup de pays européens au XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Il n'y a plus de guerre de religion à proprement parler, mais les conflits concernant la religion restent très importants dans la politique de beaucoup de pays européens. Ça n'est pas le cas aux États-Unis et je suppose que c'est une part de l'explication du phénomène tellement curieux que l'on observe aujourd'hui aux États-Unis. C'est qu'une des différences de la politique aux États-Unis par rapport à tous les pays européens et même au Canada, le Canada est un pays plus européen à cet égard-là, c'est qu'aux États-Unis, la religion joue un rôle énorme dans la vie politique. Les hommes politiques sont perpétuellement en train d'invoquer la religion. Et un homme politique qui serait candidat à un poste important et qui déclarerait qu'il n'a aucune religion, ça serait très très dangereux pour lui. Et ça, c'est une des originalités de la politique aux États-Unis aujourd'hui par rapport au reste du monde occidental. Et je pense que l'explication est la suivante, c'est que la religion et les conflits religieux n'ayant jamais aux États-Unis provoqué de catastrophes. Il y a des malheurs dans l'histoire des États-Unis, mais ils ont des causes différentes. Nous allons en parler à l'instant. La religion n'a pas été une cause de malheur politique aux États-Unis. Et c'est pourquoi la méfiance envers l'utilisation politique de la religion n'existe pas aux États-Unis, alors qu'elle est très grande dans les pays européens, et je pense aussi au Canada, qu'à cet égard, le Canada est beaucoup plus un pays ressemblant aux pays européens que ressemblant aux États-Unis. L'égalité. Donc l'égalité religieuse, c'est une réussite. Dans le cas des États-Unis, l'égalité dans les autres domaines, c'est beaucoup plus difficile. Les limites de l'égalité sont en fait très très grandes dans les États-Unis au lendemain de l'indépendance. Pour être citoyen, il faut être indépendant, donc propriétaire. Le suffrage est censitaire, c'est-à-dire dépendant du niveau de fortune des gens, et les règles changent d'un État à un autre, puisque le droit de vote est de la compétence des États. C'est très difficile de faire l'histoire du droit de vote aux États-Unis, parce que c'est très diversifié selon les États. Donc le vote est sans doute moins limité qu'en Angleterre parce que l'inégalité économique est moins forte qu'en Angleterre, mais l'inégalité économique continue à jouer un rôle. Pour la même raison, il ne faut pas être une femme. Les femmes ne sont pas supposées être des acteurs politiques indépendants. Les femmes n'auront le droit de vote aux États-Unis pour la première fois qu'en 1870 au Wyoming et en Utah, dans des nouveaux États de l'Ouest qui, en 1870, vont donner le droit de vote aux femmes. C'est très tôt. C'est plus tôt que dans n'importe quel pays européen. Mais le droit de vote pour toutes les femmes dans tous les États-Unis, ça sera seulement en 1920, avec le 19e amendement à la Constitution qui impose de reconnaître le droit de vote aux femmes dans l'ensemble des États-Unis. Et enfin et surtout, l'inégalité la plus grave dans la société américaine au moment de l'indépendance, et celle qui aura les conséquences les plus graves à long terme, c'est l'esclavage. L'esclavage, il existe dans les colonies anglaises, comme il existe dans les colonies de tous les pays européens à cette époque-là. Il n'y a pas d'originalité des Anglo-Américains
d'être esclavagiste. L'esclavage, je vous le disais tout à l'heure à propos des Quakers, il est déjà l'objet d'un débat politique très intense, et en Angleterre et en Amérique du Nord. Il y a énormément de gens qui contestent la légitimité de l'esclavage, qui considèrent ça comme une injustice, comme quelque chose d'épouvantable. Au moment de la Convention de Philadelphie et de l'adoption de la Constitution, c'est un des sujets sur lesquels on s'est le plus disputé. Il y avait des gens, parmi les constituants, qui, fort logiquement, étant donné la grande déclaration sur l'égalité des humains, pensaient que, évidemment, l'esclavage devait être aboli. Que de la même façon qu'on interdisait l'aristocratie héréditaire, on devait interdire, à plus forte raison, l'esclavage dans le nouveau pays indépendant qui voulait être un modèle pour l'avenir de l'humanité. Et puis un certain nombre de gens qui étaient les représentants des grands propriétaires du Sud qui avaient des très grands nombres d'esclaves qui travaillaient sur leurs plantations, ne voulaient pas en entendre parler. Thomas Jefferson lui-même était propriétaire d'esclaves. Et le compromis a été que le maintien ou l'abolition de l'esclavage, ça serait de la compétence des États et non pas de la fédération. Ce qui a pour conséquence que les États-Unis sont à la fois le premier et l'avant-dernier pays qui a aboli l'esclavage en Occident, puisque certains États, dès l'indépendance, vont abolir l'esclavage sur leur territoire. Ils vont le faire très facilement parce qu'il y avait très peu d'esclaves. C'était les États du Nord, il pouvait y avoir quelques esclaves, mais il y en avait très peu, donc c'était facile de décider l'abolition. Et les États du Sud, où au contraire les esclaves étaient très nombreux à cause de l'économie de plantation, de tabac ou surtout de coton, les États du Sud, eux, ont maintenu l'esclavage, et l'esclavage dans les États du Sud ne sera aboli qu'en 1865, à la suite d'une guerre civile. Ça sera un problème politique très très grave dans l'histoire des États-Unis. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard dans ce cours. Le dernier pays en Occident qui a aboli l'esclavage, c'est le Brésil, qui va abolir l'esclavage plus tard. Mais donc les États-Unis sont à la fois le premier pays en Occident où on a aboli l'esclavage et l'avant-dernier. Ça dépend desquels des États des États-Unis on parle. Bon, les Amérindiens aussi restent exclus. Ils ont beaucoup moins de place dans le débat politique. Le but, c'est de les exclure. Le but, c'est qu'ils soient absents. Ils sont de l'autre côté des Appalaches. Ils sont dans les grandes plaines. Ils sont considérés soit comme des étrangers, soit comme des ennemis. Et quand leurs territoires seront annexés, ils seront placés dans des réserves et considérés comme des mineurs, pas placés sous tutelle du gouvernement. C'est un phénomène qu'on va observer aussi dans une certaine mesure au Canada. La troisième différence du régime américain par rapport au régime britannique, c'est d'être un régime fédéral. Qu'est-ce que c'est un régime fédéral? C'est un régime politique où existent plusieurs niveaux de gouvernement dont les compétences sont définies dans une constitution qui ne peut pas être modifiée unilatéralement par un de ces niveaux de gouvernement. C'est très important à retenir. Un régime fédéral, ce n'est pas un régime dans lequel il y a plusieurs niveaux de gouvernement. Presque tous les pays dans le monde ont plusieurs niveaux de gouvernement. Dans presque tous les pays dans le monde, il y a des municipalités. En France, il y a 4 niveaux de gouvernement. Le gouvernement central, le gouvernement des régions, le gouvernement des départements et le gouvernement des municipalités. Et la France n'est pas un État fédéral, c'est un État unitaire. Pourquoi? Parce que les statuts des niveaux inférieurs de gouvernement sont définis par une loi du gouvernement central et non pas par la Constitution. Et alors que s'il y a des
niveaux différents de gouvernement définis dans une constitution, et une constitution qui ne peut pas être modifiée unilatéralement par le gouvernement fédéral. Aux États-Unis, pour modifier la constitution, il ne suffit pas de faire voter la Chambre des représentants et le Sénat, il faut aussi faire ratifier la modification de la constitution par les législatures des 2/3 des États. Il y a des règles semblables au Canada, il y a des règles semblables, variables, dans tous les États qui sont des fédérations. En Suisse, c'est un peu plus compliqué, mais il faut un référendum de l'ensemble de la population pour modifier la Constitution. Donc, c'est ça la définition d'un régime fédéral. Je répète, c'est un régime politique où existent plusieurs niveaux de gouvernement dont les compétences sont définies dans une constitution qui ne peut pas être modifiée unilatéralement par un des niveaux de gouvernement. Il faut donc une constitution écrite. Et c'est l'autre conséquence, l'autre différence avec le régime britannique. Le régime britannique, il n'y a pas de constitution écrite. Il y a une constitution, mais qui est l'accumulation de toute une série de règles qui ont été faites successivement. Il n'y a pas un texte précis dont on peut dire c'est ça, la constitution du Royaume du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande. C'est comme ça que ça s'appelle à la fin du XVIIIe siècle. Il faut une constitution écrite, assez précise et assez rigide, et des juges pour interpréter la constitution, pour savoir quelles sont les compétences d'un niveau de gouvernement et quelles sont les compétences de l'autre niveau de gouvernement. Ce qui va avoir une autre conséquence, une autre différence importante entre le régime britannique et le régime américain, c'est l'importance des juges dans le régime politique américain. En Grande-Bretagne, les juges sont indépendants, mais les juges, ils appliquent les lois faites par le Parlement. Et ils ne peuvent pas, à peine aujourd'hui, pendant très longtemps, ils ne pouvaient pas du tout modifier des lois ou annuler des lois faites par le Parlement. En Grande-Bretagne, le Parlement est souverain. Aux États-Unis, la Constitution est souveraine. C'est la Constitution qui attribue des pouvoirs au gouvernement fédéral, qui attribue des pouvoirs au gouvernement des États et qui attribue aux juges le rôle d'interpréter la Constitution. Et les juges ne sont pas souverains parce que la Constitution peut être modifiée par la procédure de révision constitutionnelle. Mais le lieu de la souveraineté aux États-Unis, c'est la Constitution gardée par les juges en Grande-Bretagne, pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Nous y reviendrons plus tard. C'est plus tout à fait vrai, mais c'est presque entièrement vrai, qu'en Grande-Bretagne, le Parlement vote ce qu'il veut et qu'il est souverain. Donc ça a une très grande différence donc, pour le fonctionnement du régime politique, pour le rôle des juges. Le fédéralisme a une importance très grande parce que ce sera aux États-Unis et dans d'autres États ensuite, la principale façon d'appliquer l'idée de Montesquieu qu'il faut limiter le pouvoir par le pouvoir. Comme nous le verrons, l'idée qu'on limite le risque de despotisme en séparant le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, ce que vont faire les Américains. Mais ce qui fonctionne très mal pose beaucoup de problèmes. Et on peut très bien avoir des formes très démocratiques de gouvernement dans beaucoup de pays sans séparation entre l'exécutif et le législatif. En revanche, le système fédéral, c'est-à-dire le fait d'avoir un gouvernement central qui n'est pas tout puissant parce qu'il y a des États fédérés qui ont certaines compétences et des États fédérés qui ne peuvent pas eux-mêmes devenir des tyrannies parce qu'il y a le gouvernement fédéral qui a aussi certaines compétences sur leur territoire et donc qui limite la toute-puissance potentielle des gouvernements de ces États fédérés. Comme application non conçue par Montesquieu, de l'idée de Montesquieu qu'il faut limiter le pouvoir par le pouvoir, le fédéralisme est quelque chose de très efficace
qu'on retrouve on retrouve en Suisse, bien sûr, on va le retrouver en Suisse au XIXe siècle, on le retrouve en Allemagne aujourd'hui, on le retrouve en Inde aujourd'hui, on le retrouve dans un grand nombre, on le retrouve au Canada, vous le savez bien, un grand nombre de pays où le moyen le plus efficace de limiter la toute-puissance du pouvoir, c'est la structure fédérale de ce pouvoir. Et la Constitution de 1780, qui entre en vigueur en 1789, elle attribue ce que l'on appelle les pouvoirs résiduaires aux États fédérés. C'est-à-dire, elle définit les compétences de l'État fédéral et elle dit tout le reste, ce sont les États fédérés qui l'exercent. Ce qui, bien sûr, limite le pouvoir fédéral. Lorsqu'on a tout le reste, y compris ce à quoi on n'a pas pensé quand on écrit la Constitution, c'est évidemment avantageux pour ceux qui sont les détenteurs, à qui sont attribués ces pouvoirs qui restent. Donc la fédération américaine, elle commence comme une fédération qui semble assez décentralisée. Elle va devenir beaucoup plus centralisée par la suite, notamment à la suite de la guerre civile. En 1861-1865, certains États font sécession, se séparent de la fédération, en pensant que la fédération existe par délégation du pouvoir des États. Les États, certains d'entre eux, préexistaient à la fédération, puisque c'était les colonies anglaises, pas qui se réunissent et adoptent une constitution. Donc il y a l'idée que le gouvernement fédéral existe par délégation des États fédérés, que les États fédérés, certains d'entre eux, peuvent retirer cette délégation et donc déclarer qu'ils sont indépendants. Ce que certains États fédérés pensent en 1860-1861, lorsqu'ils déclarent la sécession, et ce que le texte de la Constitution permet de supposer. C'est une des interprétations possibles de la Constitution. La Constitution était ambiguë là-dessus. Elle cesse de l'être à cause de la guerre civile. Lincoln, le président des États-Unis, va faire la guerre pour rétablir l'autorité du gouvernement fédéral sur les sécessionnistes. Et à partir de 1865, il n'y a plus de doute aujourd'hui aux États-Unis que le pouvoir dominant aux États-Unis, c'est le gouvernement fédéral, et que les gouvernements des États, ils ont des domaines de compétences, mais ils n'ont certainement pas le droit de se séparer de la fédération. Et donc il y a un phénomène de centralisation croissante de cette fédération entre le début du XIXe siècle et aujourd'hui. La guerre civile est une étape importante. Certaines transformations du XXe siècle, j'y reviendrai, jouent un rôle aussi. Enfin, le régime politique américain est un régime présidentiel. Un régime présidentiel, ce n'est pas un régime politique dans lequel il y a un président. Méfiez-vous. En Italie, il y a 2 présidents. Il y a un chef d'État qu'on appelle le président de la République et il y a un chef de gouvernement qu'on appelle le président du Conseil. C'est le président du Conseil qui gouverne. Et c'est un régime parlementaire. En Espagne, il y a un roi et il y a un chef du gouvernement qu'on appelle le président du gouvernement en Espagne. L'Espagne n'est pas un régime présidentiel. Donc il y a des présidents dans beaucoup de pays qui ne sont pas des régimes présidentiels. Un régime présidentiel, c'est un régime politique où le chef d'État est en même temps chef du gouvernement et n'est pas responsable politiquement devant une assemblée législative. Le régime politique américain est un régime présidentiel parce qu'il y a des élections séparées pour le président et pour le Congrès, et que le Congrès, normalement, ne peut pas renverser le président, sauf par la procédure d'impeachment, qui n'a jamais fonctionné vraiment, et qui est une procédure extrêmement compliquée.
Alors, c'est l'application aux États-Unis de l'idée de la séparation des pouvoirs dont on croyait qu'elle existait encore en Grande-Bretagne à cette époque et qui a disparu dans le cas de la Grande-Bretagne. Et le président des États-Unis, il a pu garder les pouvoirs que le roi d'Angleterre n'a pas pu garder, parce que le président des États-Unis, étant élu, il a une légitimité démocratique, alors que le roi d'Angleterre n'en a pas, n'est-ce pas? Et plus la croyance qu'un régime politique, pour être légitime, doit être démocratique, plus cette croyance devient influente, et elle le deviendra de plus en plus au cours du XIXe et du XXe siècle. On peut garder un roi, mais ce roi ne doit plus jouer un rôle de décision dans le système politique, alors que le président américain va jouer un rôle de décision et probablement un rôle de décision de plus en plus important à mesure que le pouvoir de l'État fédéral se renforce. Le président, il a des ministres qu'on appelle des secrétaires aux États-Unis et qui sont des gens qui sont nommés par lui et exercent un pouvoir qui vient de lui. Il n'y a pas de cabinet aux États-Unis au sens où ça existe dans un régime parlementaire et où les ministres sont collectivement responsables des décisions du gouvernement. Aux États-Unis, les décisions de l'exécutif sont toujours les décisions du président et les ministres n'agissent que par délégation d'autorité du président. Cette séparation donc entre l'exécutif et le législatif que voulaient réaliser les constituants des États-Unis, elle est incomplète puisque le président peut opposer son veto à certaines lois votées par le Congrès et veto qui peut lui-même être renversé par un vote à la majorité des 2/3 par les deux assemblées et parce que le Congrès peut obliger un président à démissionner par une procédure extrêmement compliquée qui n'a jamais fonctionné jusqu'au bout complètement. Le Congrès, il est formé de 2 chambres, un Sénat où il y a 2 représentants par État qui sont nommés par les assemblées des États à l'origine. Le Sénat des États-Unis, qui continue à avoir 2 sénateurs par État, n'est élu par la population que depuis le début du XXe siècle. Pendant tout le XIXe siècle, les sénateurs aux États-Unis ne sont pas des élus, ils sont des élus des assemblées des États et non pas de la population. Enfin, il y a une Chambre des représentants élue par les citoyens au suffrage censitaire, avec un nombre de représentants qui est proportionnel à peu près au chiffre de population de chaque État. Toutes les lois doivent être votées par les 2 assemblées. Le pouvoir des 2 assemblées est à peu près égal. Le Sénat a davantage de pouvoir pour les décisions de politique étrangère du président et pour les nominations du président, les nominations des ministres, les nominations à des postes de hauts fonctionnaires spécialement importants. La Chambre des représentants, elle, a une sorte de priorité pour les lois financières. Les lois financières doivent être proposées par quelqu'un à la Chambre des représentants. Elles doivent être débattues d'abord à la Chambre des représentants, mais elles doivent quand même être adoptées aussi par le Sénat. Enfin, le président est élu par un collège électoral où chaque État a un nombre d'électeurs égal à son nombre total de représentants et de sénateurs. Ce collège électoral continue à poser des problèmes sur lesquels Dahl, dans le livre que je mentionnais tout à l'heure, How Democratic is the American Constitution, discute longuement. Je reviendrai sur les problèmes de la démocratie américaine aujourd'hui, et notamment sur ce problème du collège électoral. Apparemment, les constituants à Philadelphie ne savaient pas bien comment. Il fallait un président élu pour remplacer un roi, mais comment l'élire, ils ne savaient pas bien. Et ils ont adopté une sorte de compromis entre eux, ou de bricolage qui ne correspond pas du tout à des grands principes. C'est des solutions de compromis entre des gens
qui pensaient qu'il faut le faire élire par toute la population, et d'autres qui disent mais non, vous vous rendez pas compte, la population c'est des irresponsables, des gens pas instruits, il faut une assemblée de gens beaucoup plus sages, beaucoup plus éclairés et choisir un président en étant capable de juger comme il faut. Ça, c'est un des arguments qui a été utilisé. L'autre argument était l'argument des petits États. Les petits États qui ne veulent pas, c'est-à-dire les États les moins peuplés, qui ne veulent pas que les États les plus peuplés aient un rôle décisif dans le choix du président. Et avec ce compromis, que le nombre des grands électeurs étant égal au nombre des membres de la Chambre des représentants de l'État et des sénateurs de l'État, le nombre de représentants à la Chambre des représentants est proportionnel à peu près à la population, mais il y a 2 sénateurs pour tout le monde, ce qui fait que les petits États sont surreprésentés parmi les grands électeurs. Nous reviendrons plus tard sur les problèmes que ça pose. Aujourd'hui, ces grands électeurs, ils sont élus partout par la population. Ils sont élus au suffrage de listes pluralitaires partout, c'est-à-dire que tous les grands électeurs de l'État sont en faveur du même candidat présidentiel, et il y a 2 exceptions, le Maine et le Nebraska, où tous les grands électeurs peuvent ne pas être, avec des systèmes pas simples d'ailleurs, d'élection des grands électeurs. Peut-être que j'aurai l'occasion de revenir là-dessus beaucoup plus tard dans ce cours. Une autre des conséquences de ce système, ce sont les élections à date fixe. Il n'y a pas de pouvoir de dissolution du Congrès par le président, et donc les élections à la Chambre des représentants doivent avoir lieu régulièrement. Les élections au Sénat, à partir du moment où il y aura des élections au Sénat, et les élections présidentielles. Tout ça, les dates sont fixées dans la Constitution, et il faut un vice-président pour finir le mandat du président. Si un président démissionne ou meurt, comme les élections, on ne peut pas faire une nouvelle élection pour remplacer un président, il faut donc qu'il y ait un vice-président. Et on imaginera même au XXe siècle des règles très compliquées. Qu'est-ce qui se passe si le président et le vice-président meurent en même temps? Bon, on essaie de ne pas les faire voyager en avion ensemble pour ces raisons-là, mais il peut toujours y avoir un accident. Qui remplacerait, etc. Il y a des règles très compliquées qui seront imaginées beaucoup plus tard. Donc, c'est la Constitution la Constitution écrite la plus ancienne encore appliquée aujourd'hui dans le monde. Il y a eu une Constitution écrite en Suède en 1772, mais elle a été transformée beaucoup plus profondément que la Constitution des États-Unis. Cette Constitution des États-Unis, elle était sans doute admirable au début du XIXe siècle, admirable comme garantie d'avoir un gouvernement par délégation, un gouvernement qui ne peut pas devenir despotique. Elle était assez admirable aussi par son niveau de démocratie. L'égalité, elle était très loin d'être réalisée aux États-Unis, mais elle l'était davantage que dans les pays européens à la même époque. D'où l'idée qu'on trouve chez Tocqueville, par exemple, je reparlerai de Tocqueville plus tard, qu'il y a un caractère admirable de l'égalité et de la réalisation d'un régime politique fondé sur l'égalité. Dans le cas des États-Unis des années 1830, qui est le moment où Tocqueville écrivait. Et c'était effectivement le cas à l'époque, que ce régime politique pouvait sembler admirable à l'époque. Aujourd'hui, c'est un régime politique qui pose d'énormes problèmes à cause de ces règles qui ont été faites il y a tellement longtemps et qui se sont mises à poser des problèmes très très importants sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir dans ce cours. Mais ce régime politique, il est devenu extraordinairement conservateur. Beaucoup d'Américains sont persuadés que parce que leur constitution était tellement admirable quand elle a été adoptée, elle est encore admirable aujourd'hui, qu'on n'a pas le droit d'y toucher. Il y a une sorte de religion de la constitution dans la culture politique américaine,
Et il y a l'idée que ce régime, que la révolution américaine est une réussite, ce qui est vrai dans une large mesure. Hannah Arendt a raison là-dessus, et que par conséquent, on n'a plus jamais besoin de faire une nouvelle révolution. Pas que ce régime politique devient finalement extraordinairement conservateur de ce qui étaient les valeurs révolutionnaires à l'époque où il a été fondé. Et ce qui est remarquable, juste pour finir un mot de comparaison avec la Grande-Bretagne, c'est que le régime britannique qui existait à la fin du XVIIIe siècle s'est transformé beaucoup plus profondément depuis que le régime américain. Et que le régime américain s'est transformé aussi, mais il s'est transformé beaucoup moins. Et ça donne ce phénomène tout à fait étrange que la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, elle est 4 ou 5 fois plus peuplée que la Grande-Bretagne de la fin du XVIIIe siècle. Les États-Unis d'aujourd'hui sont 100 fois plus peuplés, plus de 100 fois plus peuplés que les États-Unis au moment de l'indépendance. Ils ont un territoire qui s'est complètement agrandi, ils ont 50 États et non pas 13, etc. C'est plus du tout le même pays, c'est plus du tout la même population, c'est complètement bouleversé, beaucoup plus qu'en Grande-Bretagne ou en France, pour prendre des pays européens de l'époque. Mais le régime politique est plus ancien. Et le régime politique a évolué beaucoup moins que dans les pays européens. Je reviendrai sur cette idée, parce qu'elle est pertinente aussi pour réfléchir sur le Canada. Les Nord-Américains croient qu'ils sont des pays neufs et que les pays européens sont des vieux pays. Alors les pays européens sont des vieux pays parce qu'ils sont très peuplés depuis beaucoup plus longtemps, parce qu'il y a beaucoup plus de vieilles cathédrales, il y a beaucoup plus de ruines antiques, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut voir qui sont plus anciennes qu'en Amérique du Nord. Mais du point de vue des règles juridiques ou du point de vue des systèmes politiques, le système politique le plus ancien, c'est le système politique des États-Unis. Celui du Canada est un peu moins ancien, mais il est plus ancien aussi que beaucoup des régimes politiques qui existent en Europe aujourd'hui. C'est une des curiosités de cette histoire des démocraties dont il faut être bien conscient pour comprendre la suite de l'histoire. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon de ce cours.